Bonjour tout le monde, bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole dans l'ordre Alexandre Letuc, député d'Hochelaga-Maisonneuve, Marie Deschaines, présidente par intérim à l'US 800 dans le secteur de l'entretien ménager, Patrice Lemire du comité paritaire Québec-Lévis dans le secteur de l'automobile, Nathalie Perron, présidente de la section locale 9005 des métallos dans le secteur de la signalisation routière, ainsi que Joanne Richard du local 8922 des métallos dans le secteur des agents de la sécurité du Québec. Merci Nicolas. Bonjour tout le monde. Je vais être honnête avec vous, j'aurais aimé mieux ne pas être devant vous ce matin à devoir parler du sujet qui est le suivant. Le gouvernement se prépare encore à s'attaquer, à attaquer même plutôt les travailleurs et travailleuses du Québec. Il veut abolir une loi qui s'appelle la loi sur le décret de convention collective. J'ai mis la main, comme je l'avais fait il y a quelques semaines, sur un document de travail du gouvernement qui rend un peu en détail son projet d'abolir et de faire reculer les conditions de travail de 90 000 personnes au Québec, des gens qui travaillent dans les décrets de convention collective dans une dizaine de secteurs. Le projet de loi, il y a déjà un titre, le projet de loi visant à abroger la LDCC, la loi de décret de convention collective, et à faciliter certains types de travaux de construction. Le ministre a été mis, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent depuis un certain temps, le ministre a été mis au défi la semaine dernière de dire si c'était vrai ou pas. Il a dit non, on ne travaille pas là-dessus, alors que c'est écrit noir sur blanc ici qu'il y a un mandat du Conseil des ministres au ministre du Travail pour travailler sur l'abolition du projet de loi, de la loi sur les décrets de convention collective. Donc, il ne dit pas la vérité. Il s'attaque encore aux travailleurs et travailleuses du Québec. Les décrets de convention collective, ça a permis de rehausser les conditions de travail de dizaines de milliers de personnes, je le disais à l'instant, 90 000 personnes. Le document parle même à la page 3 de régression anticipée des conditions de travail. On parle ici de réduction de salaire, de disparition d'assurance, disparition de retraite, disparition de formation. Je le dis encore dans des dizaines de secteurs. On parle du secteur de l'automobile, le secteur des ménages, le secteur de la sécurité. Et c'est un recul assez important. C'est une autre tuile qui s'abat sur les travailleurs et travailleuses du Québec dans les nombreuses attaques qu'on a connues dans les derniers mois, qu'on connaît encore cette semaine, alors que s'ouvrent demain les audiences du projet de loi 3 qui vise à aller jouer dans les cotisations syndicales. C'est dommage parce que c'est une loi, la loi des décrets de convention collective, qui a fait ses preuves. On a même rajouté un nouveau décret, on en parlera à l'instant avec les signaleurs routiers. Alors, c'est une loi qui est vivante, une loi qui pourrait, bien sûr, être révisée, modernisée, comme toutes les lois, mais être abolie, non, c'est un mauvais plan. L'IRIS a sorti une étude, elle nous dit que la disparition éventuelle de la loi sur les décrets de convention collective pourrait faire en sorte de massifier encore plus le travail au noir et le gouvernement pourrait perdre jusqu'à 90 millions de dollars de revenus à cause du renforcement du travail au noir. Alors, encore une fois, un recul des travailleurs, des travailleuses de la part de la CAQ, de la part de Jean Boulet, qui ne dit pas la vérité par rapport au travail qu'il mène en secret avec son cabinet pour abolir cette loi-là. On le sait noir sur blanc. Maintenant, avec le document qu'on a été en mesure d'obtenir, qu'on vous partage à l'instant, c'est dangereux pour les travailleurs et travailleuses. C'est un recul inacceptable. J'exige de Jean Boulet qu'il ne dépose pas cette loi-là. S'il veut moderniser la loi, on est là. On est partenaire, on va discuter. Mais l'abolition de la loi, c'est hors de question. Et nous avons donc des gens du secteur, des travailleurs et travailleuses impliqués, concernés, qui vont pouvoir vous parler de leur réalité et qu'est-ce que ça va vouloir dire, abolir la loi pour eux et elles. Donc, bonjour, je suis Marie Deschaines, je suis la présidente par intérim à l'US 800. On apprend, dans le fond, avec cette analyse que notre gouvernement veut s'attaquer aux préposés en entretien ménager d'édifices publics en leur soutirant leur filet de sécurité. Ce matin, je prends la parole pour les 25 000 travailleurs et travailleuses, syndiqués ou non, qui sont protégés par les deux décrets dans le secteur de l'entretien ménager. Sans décret, leur salaire qui est actuellement à 21,52 passerait à 16,10 au salaire minimum. Ce n'est pas une hypothèse, c'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'un décret a été aboli. Dans les 5 à 8 années suivant l'abolition du dit décret, les salaires ont baissé d'environ 30 Des gens qui font ça depuis 20 ans vont se ramasser à perdre 200 $ par semaine, en plus de leur REER collectif. Dans l'économie actuelle, c'est précariser des milliers de travailleurs. En fait, le ministre va plonger des milliers de travailleurs dans la pauvreté. On parle ici de gens qui nettoient nos écoles, des gens qui désinfectent les hôpitaux, qui entretiennent les divers ministères, des gens qu'on qualifiait d'essentiels pendant la pandémie, des gens qui ont risqué leur santé pour protéger la nôtre, puis là, maintenant, bien, on s'apprête à les abandonner. On ne peut pas laisser le gouvernement faire ça. Ces gens-là prennent soin de nous et de nos enfants. On doit aussi prendre soin d'eux. Et à l'US 800, on refuse d'abandonner ces 25 000 travailleurs à la précarité.
Merci beaucoup. Bonjour, Patrice Lemire, je suis directeur général du comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions de Québec et de Lévis. Alors, je suis là depuis 2013, donc quand même une bonne expérience à ce niveau-là. Écoutez, nous autres, dans l'automobile, on a un système de qualification et de formation qui, malheureusement, s'adresse uniquement aux 6 comités paritaires de l'automobile du Québec, qui couvrent 75 du territoire québécois. C'est dommage. Ça fait des années qu'on demande à Emploi Québec d'en faire une obligation, parce qu'on ne se fera pas de cachette que travailler dans une automobile aujourd'hui avec toutes les technologies, ça prend des compétences, ça prend un système de compétences qui est solide pour appuyer ça. C'est aussi, sinon plus dangereux que le rôle d'un électricien dans la construction. Alors, la compétence est très importante chez nous. Il y a un autre phénomène aussi, avec l'après-pandémie, on s'est ramassé avec des salaires minimums au décret qui venaient se faire rattraper par le salaire minimum. Heureusement que notre industrie, les associations patronales ont compris. On a relevé les taux horaires qui, malheureusement, sont en train de se faire rattraper encore une fois avec toute l'inflation qu'on a eue. C'est 25 des salariés dans notre secteur qui sont touchés par les taux minimums. On a aussi de meilleures conditions que les normes du travail. Donc, demain matin, nous, c'est sûr que ce serait une très grande déception, surtout que le ministre, en 2022, a confirmé qu'il n'y aurait pas d'abolition des décrets, OK? Et en plus, il nous a demandé de travailler sur des règles de gouvernance que la FCEI décrit depuis des années. On a travaillé sur ces règles de gouvernance-là, on a travaillé très fort. Maintenant, vous pouvez aller sur nos sites Web, vous avez tous nos états financiers sur nos sites Web. Vous pouvez avoir accès à nos procès-verbaux. Il n'y a rien de plus transparent que les comités paritaires maintenant avec ce que le ministre Boulay nous a demandé de faire. Alors, j'espère, moi aussi, que le ministre va y penser 2 fois avant d'aller vers ce genre de loi-là. Merci. Bonjour, mon nom est Nathalie Perron. Je suis la présidente du syndicat des métallos, section locale 2005, qui représente la signalisation routière au Québec. Le gouvernement s'apprête à enlever nos décrets. En 2023, c'est la CAQ qui nous a donné notre premier décret de la signalisation au Québec. Et là, il nous dit qu'il va nous enlever notre décret. C'est inacceptable. Ça touche 3 500 travailleurs de la signalisation qui vont voir leurs conditions de travail diminuer. Les conventions collectives, on a des conventions collectives. Certains n'ont pas de convention collective, ils vont être touchés. Ça leur a donné des augmentations avec le décret de 27,3 sur 3 ans. Alors, on avait des salaires de 18,99. Maintenant, on a un salaire minimum à 24 qui les protège. Il y a les formations, ça va descendre dans les formations, la qualité des employés. Ces personnes-là sont des heures et des heures à l'extérieur, dans toutes les intempéries, que ce soit la pluie, la chaleur, le froid, le verglas, peu importe. Ils vont perdre leurs conditions de travail. Puis c'est inacceptable que le gouvernement retire un décret qu'il a donné il n'y a pas plus de 2 ans, qui va protéger nos travailleurs, puis nos travailleurs, ils vont perdre leurs conditions de travail, puis on ne peut pas accepter ça. C'est impensable de penser que ces gens-là qui protègent les usagers de la route, qui sont des heures à l'extérieur, que les automobiles passent rapidement à côté d'eux, ne sont plus protégés par un décret. Parce qu'on comprend que ceux qui ont des conventions collectives, le salaire va peut-être stagner, mais ceux qui n'ont pas de convention collective, leur salaire risque de baisser de 5 à 7 de l'heure. Et il va y avoir une guerre de soumission entre les employeurs, qui va soumissionner le plus bas, et c'est qui va payer pour. Ça va être les travailleurs, les salariés qui vont avoir leur salaire diminué. Et puis, on peut pas croire que c'est ça qui va arriver. Fait qu'on demande au gouvernement de repenser à cette décision. Je vous remercie. Bonjour, Joanne Richard, syndicat des métallos, section locale 89-22. Je représente les agents de sécurité du Québec. Dans notre décret, on a environ 22 000 travailleurs. Nous, le décret, s'il le retire, on a un salaire là, de base de 29. On s'en va au salaire minimum. On perd de bonnes conditions de travail. On a des congés, des primes.
On perd tout ça. On a des horaires fixes. Là, ça va être un peu le pêle-mêle. Mais au bout de la ligne, là, à part de tout ce que mes collègues ont dit, le seul que ça va profiter, l'abolition du décret, c'est le gouvernement parce que c'est lui notre client majoritaire et c'est au plus bas soumissionnaire. Donc, clairement, le seul ça va profiter, c'est eux. Donc, on est contre le retrait du décret. Merci. Merci beaucoup. On va pouvoir maintenant ouvrir la période de questions. Je demanderai aux journalistes d'adresser leurs questions, puis de rester sur le sujet du jour pour l'instant. On pourra ouvrir les questions plus largement par la suite. Bonjour, M. Leduc. Sur le sujet du jour, est-ce que vous comprenez que le gouvernement cherche tout simplement à faire des économies en abolissant le décret tel que vous l'annoncez? Il ne va pas faire d'économie, il va perdre de l'argent. L'IRIS a démontré dans son étude qu'en abolissant les décrets, il va y avoir plus de travail au noir dans les différents secteurs couverts, plus de travail au noir, moins de perception de taxes et d'impôts. Ça veut dire une perte nette. L'IRIS l'estime à 90 millions de dollars des pertes pour le gouvernement. Les décrets fonctionnent à partir des cotisations des employeurs. Fait que le gouvernement, lui, il n'est pas touché. Il ne va pas économiser une scène là-dedans. Ça, là, c'est le résultat de quoi? C'est deux choses. C'est la campagne permanente de la FCEI depuis des années pour soi-disant se débarrasser d'un fléau. Mais ce n'est pas un fléau, on vous l'a expliqué, là. Ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement lourd à appliquer le décret, puis au contraire, il y a des bonnes conditions de travail qui émènent de ça, puis une stabilité dans un secteur. Puis l'autre affaire, c'est que je pense qu'ils se sentent dépassés par leur droite avec Éric Duhem. Puis là, ça s'inscrit dans l'ensemble des autres projets de loi qui ont déposés et qui vont être étudiés cette semaine avec le projet de loi 3. Ils pensent qu'en tapant sur les travailleurs, ils vont gagner une coupe de points d'un sondage. Moi, je pense que ce n'est pas ça qui va arriver. Fait que c'est un recul pour tout le monde, un recul pour les travailleurs en bas de l'échelle en particulier, plus de précarité. Ils disent eux-mêmes dans leur document, régression anticipée. C'est capoté. Leurs propres fonctionnaires leur disent régression anticipée. Ça, je vous rappelle, ça veut dire que ça vient de l'appareil, là. Ça veut dire qu'il y a du monde à l'intérieur du gouvernement qui disent « ça n'a pas de bon sens ce qu'est en train de faire mon gouvernement ». C'est la même chose que le projet de loi que j'ai eu la dernière fois. Rappelez-vous, il avait dit quoi, M. Boulay? Il avait dit « non, c'est juste une version de travail ». Finalement, à une virgule près, le projet de loi 3, c'était exactement ce qu'il y avait dans ce document. Alors, quand il nous dit que ça, on n'est pas en train vraiment de travailler là-dessus, non. On s'est fait chanter la mauvaise chanson une fois, on n'y croit plus. Juste pour clarifier, là, parce que Madame disait que dans son secteur, dans la plupart des cas, c'était le gouvernement qui était le client numéro 1. Est-ce que tous les secteurs concernés sont dans la même situation? Comme en entretien ménager, oui, en partie. Là, il y a les hôpitaux, il y a les écoles, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est tous les édifices publics dans lesquels les gens travaillent, mais oui, le gouvernement est un des employeurs. Mais en fait, il faut comprendre que nous, c'est de la sous-traitance. Hein? Donc, le gouvernement est le client dans ce dossier-là. Puis, donc, juste pour clarifier les motivations, là, donc, on ne parle pas d'économie, donc ce serait comme c'est quelque chose que vous voyez comme quelque chose d'idéologique, là, tout simplement? Ou... Bien, je vois que on a vu, là, la FCEI, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, fait beaucoup de revendications pour abolir les décrets. Leur premier argument que j'ai pris connaissance, c'est la gouvernance, ce qui a été traité, là, M. Patrice l'a mentionné tout à l'heure. Donc, il y a eu un règlement sur la gouvernance. Il parle aussi de la paperasserie, là, que ça l'entraîne, mais la paperasserie que ça l'entraîne, c'est qu'ils doivent déclarer ce qu'ils ont prélevé, ce qu'eux paient comme cotisation et ce que les travailleurs paient. Mais quand on regarde le document que vous avez dans les mains, ça ne semble pas clair qu'il va y avoir moins de paperasserie si c'était pris par la CNSST ou si c'était aboli. Si c'est pris par la CNSST, on ne règle probablement pas le problème de paperasserie, mais on est moins efficace parce qu'il y a des enquêteurs, hein, des inspecteurs qui sont dans le domaine, qui font le travail. Donc, c'est complètement pas dans les mains du gouvernement. Si c'est aboli, bien, on fait diminuer des salaires, il n'y aura plus de paperasserie, mais il n'y aura plus de protection pour 90 000 travailleurs et les contrats sont obtenus par le plus bas soumissionnaire. Donc, si je peux me permettre, étant donné que cette menace-là est dans l'air depuis un certain temps, comment se fait-il que vos syndicats n'ont pas envisagé peut-être de recourir à des conventions collectives régulières ou de vous mettre un peu dans le rang, là? Bien, en fait, c'est ça. C'est le décret, c'est que c'est les conventions collectives qui sont négociées pour les personnes syndiquées qui sont
amener à tout un secteur au complet pour éviter, pour éviter dans le fond, la compétitivité là, sur le dos des salaires. Il y a beaucoup d'entreprises, comme en entretien ménager, il peut y en avoir une trentaine de nouvelles par semaine. Donc, c'est pour, dans les secteurs où la syndicalisation est plus difficile parce que plein de nouvelles entreprises sortent, c'est pour contrer ça, c'est pour s'assurer que la compétitivité ne se fasse pas sur le dos. Fait que oui, on essaie d'en recruter le plus possible, mais il y en a une quarantaine qui créent ou qui meurent ou qui se déplacent. OK, merci. Bien, de rien, madame. Je vais juste poursuivre. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Pour l'automobile, là, juste pour être sûr de bien comprendre, c'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est vous autres. Ça fait quoi? Ça fait que des mécaniciens bien formés, compétents, quand vous allez au garage, au lieu que ça prenne 1h30, ça va prendre 1 heure. Ça va vous coûter beaucoup moins cher. Fait que c'est plus le client qui va avoir une économie au niveau de ce que ça coûte. Et il ne faut pas oublier que c'est des cotisations payées 50 l'employé, 50 l'employeur. Donc, c'est un régime au coût que ça coûte par semaine, là, je peux vous dire, là, c'est un peu ridicule. Avec toute la formation qu'ils ont, la compétence, et là, vous allez attaquer un métier où les gens sont fiers. On a des gens hors territoire, de Rivière-du-Loup, de Rimouski, de Saint-Georges-de-Beauce, qui viennent passer leur carte de compétence à Québec. Ils ne sont pas obligés, là. Ils viennent pourquoi? Pour la fierté d'être un mécanicien compagnon A, B ou C. Donc, on attaque la fierté, puis on attaque les poches des contribuables avec l'abolition d'un décret dans l'automobile. Merci. Moi, je vais rajouter aussi avec le décret, ce qui arrive, c'est que c'est comme ma consoeur disait, c'est une convention collective qui est appliquée à tout le domaine de la signalisation routière. Les contrats, les MTQ, c'est des contrats qui sont donnés à la signalisation. C'est donné à les entrepreneurs qui font les travaux sur les routes. Et la signalisation routière sont là pour faire les installations de chantier et assurer la sécurité sur les chantiers. Ce décret-là, il est important pour protéger justement nos travailleurs des employeurs qui ne respectent même pas, même avec un décret. Il y a des employés qui vont attendre 1 mois avant d'avoir des payes. Ils ne se font pas payer, ne respectent pas les pauses. C'est les normes du travail. Les inspecteurs, la CNES, on n'en a plus d'inspecteurs sur les chantiers. C'est le comité paritaire, qu'on a 3 inspecteurs qui ont fait plusieurs chantiers cette année pour aller vérifier si les signaleurs ou les installateurs recevaient leurs droits qu'il y avait au niveau du décret. Et ils ont trouvé beaucoup d'anomalies. Le décret, il est important. Parce qu'on est là pour les protéger. Puis si on n'est plus là, si le décret disparaît, qui va protéger ces travailleurs qui n'ont pas de convention collective? Merci. Excusez-moi peut-être ma méconnaissance, là, mais est-ce que... peut-être la question est plus pour M. Leduc, mais vous pourrez répondre si vous voulez. Pourquoi c'est au gouvernement comme de mettre en place des décrets parce que les gens ne sont pas syndiqués? Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi ces gens-là ne se syndiquent pas, tout simplement, puis que ces décrets-là ne seraient pas nécessaires? Il faut préciser que ce n'est pas l'entièreté de la convention collective qui s'applique à tout le monde. C'est une partie, souvent les salaires, les assurances et le fonds de pension. C'est un système qui existe ailleurs. Hein. On n'a pas inventé ça ici au Québec. C'est un système qui est renforcé dans bien d'autres pays. L'Allemagne en particulier, c'est un système qui est assez répandu dans plusieurs secteurs. C'est une façon de se dire que dans des secteurs particuliers, où l'espèce d'ultra-concurrence va tirer à la baisse beaucoup trop, de manière injuste, les conditions de travail, il faut qu'il y ait une espèce d'intervention, un peu comme il y a des normes du travail, dans le fond. Hein? Des normes du travail au Québec qui disent, mais s'il n'y avait pas de salaire minimum, probablement que le salaire réel tomberait à 3-4 piastres de l'heure. Alors on se dit, non, il y a un minimum qu'il faut qu'on mette en place pour garantir une forme de vivre ensemble. C'est un peu la même chose dans les décrets, en se disant, il y a un secteur qui est quand même syndiqué à un certain pourcentage, puis pour le bien de ce secteur-là, pour qu'il puisse avoir des conditions de travail décentes pour la moyenne des gens, on prend une partie de la convention collective, pas au complet, puis on l'étend à tout le monde, puis c'est négocié, c'est pas encore une fois automatique, là. C'est pas le gouvernement qui se lève un matin et qui dit « voici un nouveau décret », c'est négocié avec les employeurs qui doivent se créer une association, puis là, il y a le syndicat qui s'assoit, puis ensemble, ils négocient. Il y en a un qui a été déposé il n'y a pas longtemps, c'était lequel déjà? C'était sur, l'entretien ménager à Montréal. Ça a été le fruit d'une négociation, le décret, à partir des conditions de travail et des conventions collectives existantes. C'est envoyé au ministre. Le ministre le signe puis il l'applique. C'est un système qui a fait ses preuves. On en a rajouté un décret, justement. Puis il faut que ça soit quelque chose qui soit vivant. On pourrait en rajouter d'autres. Moi, je pense notamment au RPA.
les conditions de travail dans les RPA sont difficiles. Ça serait tout à fait logique éventuellement d'instaurer un nouveau décret dans les RPA. Oui. Je ne sais pas lequel. Allez-y, oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça dit, M. Leduc? Encore une fois, c'est une fuite du gouvernement sur un éventuel projet de loi. Qu'est-ce que ça dit sur la CAQ actuellement? La CAQ est déconnectée des besoins des Québécois et Québécoises, déconnectée des travailleurs et travailleuses. La CAQ veut utiliser les travailleurs et travailleuses pour essayer de marquer des points politiques dans des drôles de secteurs. Je ne sais pas trop, envers Véric Duhem peut-être. Ils se sentent qu'ils se font dépasser sur leur droite. C'est ma seule hypothèse, parce qu'il n'y a rien à gagner là-dessus. Le gouvernement va perdre de l'argent avec le travail au noir qui va se multiplier. Les gens, ils vont perdre des conditions de travail. Là, ils vont perdre peut-être jusqu'à 20 qu'on disait tantôt de salaire, perdre des assurances, perdre un fonds de pension. C'est hallucinant de vouloir aller faire quelques points de pourcentage peut-être sur le dos des travailleurs et travailleuses du Québec. Ça s'inscrit dans un continuum, là. Visiblement, c'est le plan du gouvernement, la loi pour restreindre le droit de grève, la loi sur les cotisations syndicales dites facultatives dont les audiences commencent demain. Il y a vraiment une espèce de pattern du gouvernement qui cherche à s'accrocher à quelque chose, là, qui est en train de se noyer dans les sondages, puis il s'accroche à quelque chose. Il a essayé avec les médecins, ça n'a pas marché. Il s'essaye avec les travailleurs, ça n'a pas marché. Puis là, ce qui est particulièrement indigne, c'est que c'est des travailleurs qui sont en bas de l'échelle. Ce n'est pas les travailleurs, ils ne font pas des énormes salaires. Là. Puis c'est ce qu'ils ont, là, c'est ce qu'on a réussi à gagner avec le temps, parce qu'ils se sont mobilisés, parce qu'il y a un décret. Fait que moi, je trouve ça particulièrement ignoble qu'on ait un gouvernement qui s'attaque aux salariés en ce moment comme il le fait. Merci. Merci. Concernant le sujet qui a déchiré votre parti ces derniers jours, Vincent Marissal est sorti hier en disant notamment que vraiment votre position concernant la grève à Montréal n'avait pas passé, qu'il avait été inondé d'appels d'électeurs qui étaient mécontents, que vous aviez abandonné les simples travailleurs au profit des syndicats. Est-ce que vous regrettez cette position-là? Puis, qu'est-ce que vous répliquez à cet argument-là, voulant que vous ayez privilégié les organisations syndicales aux simples travailleurs eux-mêmes? Bien, c'est drôle parce que c'est exactement ce que disait la CAQ. C'est exactement ce que disait Jean Boulet. Fait que moi, je suis sidéré d'entendre mon ami Vincent, mon ex-collègue Vincent, reprendre mot pour mot les arguments de Jean Boulet. Est-ce que Jean Boulet se soucie des travailleurs, vous pensez, avec ce qu'il est en train de manigancer pour leur faire perdre 20 de salaire, puis leur faire perdre des conditions de travail? Est-ce qu'il se soucie réellement des travailleurs du Québec, Jean Boulet? Bien, c'est exactement ces arguments. Fait ça n'a pas été une semaine facile. Il y a 2 semaines, quand c'était le dossier de la STM, j'ai reçu des commentaires des deux bords. Hein. Moi, lui, il dit qu'il était inondé d'appels. Nous, on avait fait de la vérification auprès des différents bureaux de circonscription. Il y avait eu des appels, il y avait eu des courriels. Personne n'a été inondé. Il y en a eu, là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas eu. Mais il y en avait aussi des gens qui étaient contents qu'on défende les travailleurs et travailleuses parce que c'était les chauffeurs de la STM, les gens d'entretien de la STM aujourd'hui. Demain, ça sera les éducatrices en CPE. Après-demain, ça va être les profs dans les écoles primaires et secondaires. Tout le monde va y passer, là. Alors, il y a une forme de réaction aussi, de solidarité qu'il faut construire. Je ne sais pas comment moi j'aurais expliqué d'avoir passé des heures et des heures à dénoncer un projet de loi puis avoir voté contre au mois de juin, puis finalement être enthousiaste pour une application au mois de novembre. Il y aurait eu quelque chose d'assez étonnant. Bonjour, M. Leduc. Je disais quand même, entre autres, plusieurs réactions qui s'étonnaient du fait qu'après l'entrevue, notamment de M. Zanetti, de Mme Gazal, il y a une des questions qui a été posée. Est-ce qu'il y a une réflexion qui doit s'opérer maintenant là, au sein de Québec solidaire? Après les commentaires de M. Marissal, même si on trouve dommage la façon dont ça a été fait, est-ce que quelque chose dans ce que M. Marissal a dit qui provoque une réflexion chez Québec solidaire? La réflexion est toujours pertinente. Moi, je suis un membre fondateur de ce parti-là. J'avais 20 ans quand j'étais au Congrès à l'Université de Montréal en 2006 avec Françoise David. Puis, à chacune des étapes de la création, de la croissance de ce parti-là, je me suis posé des questions. Quand on a fait élire juste un député avec Amir en 2008, quand on a passé avec Manon 90 votes, ça a fait en 2014, je me suis toujours posé des questions. J'ai perdu, moi, 2 élections avant de gagner ma première. Bien sûr que je me suis posé des questions. Après ça, il y a la façon de se poser des questions. Puis il y a la manière de s'en poser pour que ça soit constructif. De quitter le navire, alors qu'on apprend que ça fait des mois qu'il est en discussion avec le PQ, c'est pas une façon constructive de poser des questions. Moi, je salue, par exemple, un Gabriel Nadeau-Dubois, qui, lui, décide de dire « j'ai donné ce que j'avais à donner », mais qui quitte de manière constructive, de manière sereine. Il est encore ici,
il mène des dossiers sur l'éducation, il fait du travail de circonscription. Vous ne l'avez pas entendu dire un mot négatif sur le véhicule Québec solidaire. Alors, de la manière dont Vincent part, moi, je suis sidéré, d'autant plus que, mon Dieu, je l'ai entendu hier, à Tout le monde en parle, devenir le chevalier de l'indépendance du Québec. Je veux dire, ça fait 8 ans que je siège avec lui dans les caucus, là. Pas une fois, je l'ai entendu faire un plaidoyer pour qu'on parle plus d'indépendance du Québec à Québec solidaire. Pas une fois. Alors, ça me surprend, ce virage-là. Comme le dit lui-même, la vie n'est pas linéaire, mais des fois, il y a des tournants qui sont plus étonnants que d'autres. Bonjour. Est-ce que la base militante en demande trop aux élus de Québec solidaire? Vous avez entendu M. Marissal en fin de semaine, évidemment. Il y a Gabriel qui a dit que le parti l'avait usé. Il y a Christine Labrie qui a dit que la gauche en demandait trop à ses élus également. Est-ce que votre base est trop revendicatrice, militante, radicalisée, comme M. Marissal l'a dit? Moi, je fais toujours attention de ne pas mettre la base dans un bloc monolithique. J'ai des militants à Québec solidaire dans mon association de circonscription qui sont des perles, avec qui on travaille d'arrache-pied pour continuer à faire des beaux projets dans le quartier. J'ai des militants de Québec solidaire qui sont dans différents secteurs, qui m'alimentent des réflexions sur le droit du travail, sur l'environnement, sur le droit de la famille. Alors, de dire que la base étant un tout, il y en a-tu 3, 4 un peu fatigant? La réponse, c'est oui. Ça, il y en a dans chacun des partis. Québec solidaire est juste pas... 3, 4? Je ne donnerai pas le chiffre exact. Je ne ferai pas une liste non plus. Cela étant dit, c'est normal qu'il y ait des débats. C'est normal qu'il y ait des gens qui soient moins sympathiques dans un parti politique et qui en demandent beaucoup. Ça existe. Après ça, moi, je refuserai obstinément de qualifier la base de Québec solidaire comme un tout qui serait lourd à porter. Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il y en a? Bien sûr qu'il y en a. Il y en a dans d'autres partis aussi. Par contre, c'est quelque chose qui est normal dans un parti politique d'avoir des débats. Est-ce qu'on peut travailler à Québec solidaire à avoir des débats plus sereins? Bien sûr. Oui. On peut faire il y a de l'espace pour avoir un peu plus de bonne foi dans nos discussions. On vit des moments difficiles. C'est sûr que quand il y a des départs comme ça, tout le monde se crispe un peu. Mais je crois, moi, fondamentalement, à la suite des choses. Je crois fondamentalement qu'il y a une place pour une option social-démocrate, une option de gauche. Si, encore une fois, j'écoutais mon ami Vincent hier de dire le PQ social-démocrate, si je pensais que le PQ était social-démocrate, je n'aurais pas participé à la création de Québec solidaire en 2005. J'aurais été... J'ai déjà eu une carte du PQ quand j'avais 16 ans, mais je l'ai quitté comme des centaines de personnes parce que je ne voyais pas d'avenir pour la social-démocratie avec ce parti-là. Après ça, tout le monde fait son choix. Mais de voir mon ami Vincent devenir tout à coup une espèce de cheerleader de PSPP, c'est fort de café. J'ai l'impression que je connais la réponse, mais êtes-vous heureux à Québec solidaire? Parce que, toute évidence, il faut vérifier. M. Marissal ne l'était pas. Et serez-vous candidat en 2026? J'ai déjà répondu à cette question-là. Ça va me faire plaisir d'y répondre de nouveau. Oui, je vais briguer de nouveau l'investiture de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve. J'adore ce que je fais. J'adore mon équipe locale. J'ai des attachés politiques à mon bureau de circonscription magnifique. Pas plus tard que vendredi soir, donc quelques heures avant la drôle de fin de semaine que j'ai passée. Je tenais mon budget participatif. Vous savez, le SAB, le soutien à l'action bénévole, on a tous un montant, là. Moi, ça fait quelques années que mais que j'organise que la moitié de ce montant-là soit faite en mode participatif. Donc, j'invite les citoyens de mon quartier à venir m'aider à orienter quelle serait la priorité de financement, dans le fond, des organismes du quartier. Puis hier, vendredi soir, on a eu une participation record. On avait 55 organismes. Plus de 300 personnes se sont déplacées pour venir voter. Fait que moi, je trouvais ça énergisant. Je trouvais ça super le fun. C'est un beau succès local. J'aime les dossiers que je mène ici. J'aime ça, couler des nouveaux projets de loi de Jean Boulet puis lui faire passer une moins belle journée. Donc, oui, j'ai l'intention de me représenter l'année prochaine. Oui, bien sûr. Donc, vous avez dit parler de bonheur, vous dites être heureux à Québec solidaire, mais les exemples que vous donnez, ce sont tous des activités à l'extérieur du parti. Donc, être dans votre circonscription, être à l'Assemblée nationale. L'exemple du projet de loi ici. Moi, je veux dire, j'ai réussi à faire bouger des choses dans les projets de loi avec Jean Boulet. J'ai réussi à faire des choses dans le temps sur le RQAP, sur la santé et sécurité au travail. Le dossier de l'environnement m'anime. J'étais l'autre jour au grand rendez-vous sur les CPE, sur les milieux de garde. Donc, oui, j'ai donné quelques exemples locaux parce que là, il venait juste de s'en passer un gros le vendredi soir. Ça a été beaucoup de travail avec mon équipe. Mais j'ai du plaisir ici à l'Assemblée nationale avec mes collègues. C'est plaisant, c'est des personnalités fascinantes. C'est un privilège de se lever ici à l'Assemblée nationale et de poser une question à un ministre. C'est un privilège de pouvoir appeler un ministre pour vérifier si tu vrai cette rumeur-là, puis peux-tu me donner un exemple.
Je donne un autre exemple, pas plus tard que vendredi, toujours, avant de me rendre à mon événement. J'appelais la ministre de l'Emploi pour parler de... Parce qu'ils vont abolir le conseil de gestion du RQAP. Ça n'a pas fait beaucoup les nouvelles à date. C'est assez pointu, c'est dans le PL7. Mais moi, j'ai eu des appels des groupes. Comment ça va marcher? Ça va être transféré à Retraite Québec? J'avais plein de questions. Mais j'ai échangé avec la ministre. Je me suis senti utile ce journée-là parce que j'ai pu faire un suivi avec des groupes qui sont un peu inquiets de cette situation-là, pour vous donner donc un exemple. Mais là, vous me parlez encore du travail de l'élu avec les membres de Québec solidaire. Est-ce que vous les trouvez ingouvernables, comme Vincent Marissal a dit? Est-ce qu'ils vont être un boulet pour la prochaine élection, ces membres qui se radicaliseraient peut-être un peu? Je ne sais pas de quoi il parle exactement, là. Il était avec moi. On a jasé d'ailleurs au Congrès il y a à peine 2 semaines. Il était présent là, dans la foule, puis c'est un congrès qui s'est super bien passé. Est-ce que des fois, il y a encore une fois, je vais dire 3-4 fatigants, y a-tu 3-4 amendements un peu étranges qui sont déposés? Ben oui, mais ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été de même. Puis c'est normal, c'est ça la démocratie. Il y a des affaires bizarres qui se font ici aussi, là, à l'Assemblée nationale. Alors, non, ça ne sera pas un boulet. Québec solidaire ingouvernable, franchement, là, ça allait bien. Ça allait bien depuis 1 an. Ruba, elle avait dit à la blague qu'on venait de fêter le 1 an sans chicane. Malheureusement, comme dans une usine, combien de jours sans accident de travail, il faut remettre le compteur à 0. Mais blague à part, moi, je suis heureux dans mon travail, je trouve que ça va bien. Rien n'est parfait. On peut se poser des questions, on doit se poser des questions, on peut toujours s'améliorer. Moi, je suis dans cette quête de la formation continue, de l'amélioration continue. Mais ce portrait-là, cauchemardesque, peint par Vincent Marissal, j'y adhère pas du tout. C'est pas ça la vérité. Concernant ce qui se passe avec le Parti libéral, est-ce que vous seriez favorable à un éventuel projet de loi pour encadrer les courses à la chefferie, faire en sorte que ce ne soit pas possible d'échanger des montants d'argent contre des votes en faveur d'un candidat ou une candidate? Je suis content que vous me posiez la question. Vendredi, j'arrête pas de parler de vendredi, c'était une grosse journée vendredi au bureau. Vendredi, j'ai envoyé une lettre à la Commission des institutions demandant un mandat d'initiative pour qu'on fasse un mandat d'initiative sur cette question-là précise. Parce que là, le ministre disait qu'il réfléchissait lui-même à faire un projet de loi. Très bien, mais je pense que, honnêtement, on a une faute collective. Parce que la loi électorale, on l'a réformée il y a à peine 1 an, là. Puis c'était le fruit d'un document de réflexion du DGE auquel les 4 partis ont collaboré, discuté et trouvé des consensus. Alors, collectivement, le DGE et les partis politiques, on l'a échappé. Personne ne s'est rendu compte de ça. Fait que, moi, je pense que vu que c'est une faute collective, on doit collectivement la réparer. Alors oui, un mandat d'initiative. La lettre est envoyée depuis vendredi. On va voir aujourd'hui si j'ai le temps d'appeler mon ami Simon-Jean Barrette pour voir ce qu'il en pense. Mais ça pourrait se faire très rapidement, un mandat d'initiative. Ça peut durer 2-3 jours. On entend quelques témoins. Et après ça, on fait un rapport transpartisan. Vous savez comment ça marche. Les différents partis rédigent ensemble les recommandations. C'est transpartisan et on procède. Je pense que ça aurait plus d'impact qu'on fasse cette démarche-là, collective, les différents partis ensemble, que juste un ministre qui travaille tout seul dans son bureau. Oui. Vous êtes surpris des propos de M. Marissal sur la grève de la STM ou l'indépendance. Vous le connaissez bien quand même. Pensez-vous qu'en ce moment, il est sincère dans ses affirmations? Moi, qu'on me ramène le vrai Vincent Marissal que je connaissais. Il est où? Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis subjugué, comme tous mes collègues. Quand j'ai reçu l'appel samedi matin pour me dire « Vincent s'en va au PQ », je dis « Quoi? Quoi? » En toute honnêteté, tout le monde se demandait « Il va-tu se représenter ou pas? » Je vous parlais du congrès à l'instant. Je me rappelle très précisément d'une scène où on était à la machine à café puis avec des petits biscuits, puis on placote. Il y a Vincent, moi, puis des militants. Puis un militant qui demande, « M. Marissal, allez-vous représenter? » Puis il dit, « Ah, je suis encore en réflexion. » C'était un autre type de réflexion que celle qu'on pensait. Mais de là à dire, « Je m'en vais au Parti québécois », le gars, il s'est présenté contre Jean-François Lisée en disant, « Je ne suis pas d'accord avec le virage identitaire au Québec. » Puis après ça, il s'en va pour PSPP, qui est un Jean-François Lisée puissance 10, là, tu sais. Je suis mystifié par ce revirement de situation. Vous disiez ça allait bien depuis 1 an à peu près. Est-ce que vous pensez que sa sortie, c'est un peu anachronique, dans le sens que ce qu'il dénonce, c'est des choses qui sont peut-être arrivées, mais il y a un petit moment, puis que ça l'a pesé? La vie politique, c'est des compromis. Tout le monde en fait des compromis. J'en fais des compromis. L'entièreté des militants de Québec solidaire font une forme de compromis. C'est pas un mariage qu'on signe avec son sang là, quand on s'engage à la politique. Je veux dire, je vais être 100% d'accord avec 100% de tout ce qui va être dit ici tout le temps. C'est ça la nature même de la société, c'est de régler des conflits le plus possible sans violence. C'est ça la politique, hein? On règle les conflits sans violence, puis on essaie de trouver des consensus, puis d'avancer. Bien, on en fait tous des compromis. Là. Je réalise que peut-être, je ne sais pas, Vincent faisait plus ce qu'il pensait ou qu'il voulait. Je le laisse expliquer. Après ça,
S'il avait juste dit, savez-vous quoi, je ne me représente pas à QS, ça aurait été une chose, mais là, qu'il s'en aille au Parti québécois, je trouve tellement ça contradictoire avec l'entièreté de sa démarche préalable puis du travail qu'il a fait auprès de Québec solidaire pendant toutes ces années. Fait que j'étais bien triste. Moi, j'ai envoyé un petit texto là, quand j'ai su que ça arrivait pour dire, regarde, c'est plate que ça se finisse de même. Merci pour tout ce que tu as donné à QS, puis bon vent. Est-ce que tu avais... Vas-y. Monsieur Leduc, vous avez parlé de 3-4 fatigants là, au sein de la base. Il y en a toujours 3-4 là, dans les différents comtés, etc. Vous voulez une liste? Est-ce que ça s'applique aussi au caucus de Québec solidaire ou ça a changé depuis samedi, les 3-4 fatigants là, par gang? Je ne parlais pas du caucus quand j'ai dit 3-4 fatigants. Non. Ça va très bien. À l'interne du caucus? Oui. Mais il n'y en aura pas d'autres, Vincent Marissal. Là. Je suis subjugué de son départ au PQ. Je le serais encore plus s'il y en avait un autre collègue qui s'en allait, mais ça me semble improbable. Et l'option PQ semble beaucoup vous étonner. Vous l'auriez vu plus au Parti libéral? Non. Je pensais qu'il voulait peut-être juste se retirer, comme Gabriel, comme Vincent, comme Manon. Parce que, honnêtement, vous regardez les statistiques, là, les députés, c'est rare. La moyenne, c'est 7-8 ans. Hein? C'est rintant quand même faire la politique. Moi, je me sens encore l'énergie d'en faire potentiellement un autre mandat, mais je suis tout à fait respectueux de mes collègues qui décident qu'après 2 mandats, c'est terminé, ou plus. C'est éreintant, c'est difficile pour toutes sortes de raisons que vous connaissez. Qui aurait dit, je retire mes billes puis je vous souhaite bonne chance pour la suite. J'aurais été, merci puis tout, mais là, je veux encore aller servir, je vais aller au PQ. Moi, je suis subjugué, je ne comprends pas son cheminement idéologique. Ça ne fait pas de sens. J'arrête pas de vous donner de la nouvelle matière, on ne peut pas passer à l'anglais. Cathy va devenir riche. Le party de Noël est déjà fini en plus, c'est dommage. On va en faire un autre. Il y aura assez d'argent pour... Je vous écoute. Je veux juste vous relancer quand même sur les commentaires en lien avec la base. Là. Puis je veux pas dire que vous minimisez, mais là, c'est pas la première fois. Là. Je veux dire, quand Gabriel Nadeau-Dubois a décidé de se retirer, qu'il était usé, le virage pragmatique, ça n'a pas fonctionné, la base était contre. M. Marissal, en fin de semaine, dit que c'est un parti qui est ingouvernable en raison de ça. Je me rappelle d'un article aussi, puis ça, c'était pas juste Gabriel Nadeau-Dubois, c'était pas juste M. Marissal, c'était des membres à l'interne, puis on s'en est parlé au Congrès de Québec solidaire également, qui trouvent que c'est difficile. M. Marissal a encore de l'énergie pour continuer en politique, vous dites. Mais lui a dit, tout le monde en parle hier, il dit, si je voulais gouverner, je ne me serais pas présenté pour Québec solidaire, donc mes raisons sont bonnes, entre autres, de continuer. Il y a comme cette idée que Québec solidaire n'est pas un parti qui va gouverner. Est-ce qu'il y a un problème? Je vais vous répondre en 2 temps. La première, vous dites, la base a refusé le virage pragmatique. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on vient de faire au Congrès il y a 2 semaines? On vient de faire précisément ce qui était proposé par beaucoup de gens dans une perspective, on pourrait utiliser l'étiquette pragmatique ou pas, là, mais de simplification. On a retranché la moitié des trop nombreuses pages de notre programme. Un travail de simplification qui a été accepté par des majorités écrasantes à chacun des votes. La base a adhéré à cette vision-là. Et là, on a un nouveau test qui est celui de la plateforme qu'on va faire au prochain congrès, c'est en mois de mai, si je ne me trompe pas. Même chose, on veut une plateforme plus concise. Et ça, je n'ai pas entendu de monde plaider que c'était une mauvaise idée ou aller faire battre cette option-là sur le plancher du congrès. Est-ce qu'il y en a encore une fois 3-4? Là, j'ai dit fatigant, ça va rester dans les articles, c'est correct, on va l'assumer. Il y en a 3-4 fatigants qui vont dire non, j'aimerais mieux une plateforme de 150 000 résolutions. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire ça. Puis ils ont leur plateforme, puis ils vont écrire, puis les médias sociaux, c'est ce que c'est aujourd'hui, puis c'est bien correct. Mais au final, quand vous regardez le résultat du congrès, le plancher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adhéré à cette vision-là d'aller vers du plus simple pour se faire mieux comprendre. Fait après ça, c'est quoi l'avenir de QS? Est-ce qu'on va gouverner? Moi, je m'engage en politique, bien sûr, pour essayer de changer les choses, idéalement en gouvernant. Si j'avais la conviction que QS ne prendra absolument jamais le pouvoir, je ne sais pas si j'aurais l'énergie de venir ici. J'ai l'énergie de faire le travail d'opposition. Je pense que ça sert quand même à quelque chose, un député d'opposition. Je pense que je le démontre, entre autres, aujourd'hui avec le document que j'ai coulé, puis la défense des travailleurs au bas de l'échelle que je fais depuis 8 ans. Mais oui, j'aimerais ça, moi, être ce ministre du Travail-là, puis faire autre chose que faire perdre des conditions de travail aux travailleurs du Québec, bien sûr. En anglais maintenant. S'il vous plaît. Mr. Leduc, you give Gabriel Nadeau-Dubois as an example of a person who basically said, I'm not going to run again under QS. I'm not going to run again, period. He
but he left in saying that it was very tough at Québec Solidaire, and he wanted to bring Québec Solidaire to a party of government, and he could not. And Vincent Marissal referred several times in his interviews to Gabriel Nadeau-Dubois and his own challenge, and he said, if Gabriel Nadeau-Dubois cannot do it, how can I do it? So is it a sign that Québec Solidaire is just facing a wall? Any leader of any political parties will say this, it's the toughest job in the House. It's tougher than being a minister. It's the toughest job. Leader of any political party. Ask Dominique Anglade, ask Jean-François Lisée, ask any leader of political parties, whether they're in power or in a position, it's the toughest job in the House. It drains you. It drains you because you always need to work with a consensus. It's hard to attain a consensus in our society nowadays. So it takes a toll on you. Whether it's going good or bad, it's tough. I'm pretty sure. Marissal had nothing to complain about. I'm not saying that. Okay. I'm not saying it's easy being an MP, an MNA. I'm not saying that. It's hard. And I understand some of my colleagues, after 8 years, wanting to do something else. I respect that profoundly. I still have the energy to go and do another term possibly if the people in Hochelaga Maisonneuve want that. But did you feel betrayed on Saturday morning? I was shocked. I was surprised. I don't understand. Give me back the real Vincent Marissal. What's happening? The guy presented himself against Jean-François Lisée saying he doesn't like the virage identitaire in Quebec, and now he goes to the party with Paul Saint-Pierre, which is 10 times harder on virage identitaire. It doesn't make any sense. I don't get it. I don't get it. So I'm sad. I'm sad that it's happened this way. I'm, though, profoundly convinced that Québec Solidaire has a right, not as a right, but is in his right place, defending the workers, defending the people on the lower of the scale, and has great things to do in the future. And one last question. Tomorrow, most probably Vincent Marissal will be back here. I guess. He's probably moving his things around right now to the 3rd floor. How would it be for you to face Vincent Marissal and see him asking questions now as an independent MNA? Well, independent may be soon to become a PQ MNA, so that's the weird part. I didn't see it coming. I don't understand his change of opinion. It's the political life. You never know what's going to happen. Sometimes it's hard, and I won't lie. It's hard. It's hard. I'm surprised. I'm shocked. I'm angry. I don't understand. But that's the way life works sometimes. He was the health critic for many years. He was good. He was a good health critic. When he was asking questions on this topic, he was good. He was better than the minister, I think, on this topic. So I will miss him. I'm sad that it's happened this way. I will miss him. Merci beaucoup. Merci.